A very good morning to everybody, and thank you for this invitation. You have asked for a very short message, so I'll just make 3 quick points. They are all related to the European Green Deal, the EU roadmap to a restorative, carbon-neutral economy. It's a very handy map because it also shows the best way out of the pandemic. It's a path to a greener, more inclusive digital economy, a map for a fairer society, a competitive economy with zero net emissions, where economic growth is decoupled from resource use and biodiversity loss is reversed. The first stop on the path is a more circular economy. We need to start putting it into practice much more widely, making the case and explaining the advantages. Many SMEs are flexible, high-tech, and committed to the values that drive the circular economy. In fact, a quarter of European SMEs already offering green products and services. But we need to do more to share these good practices and learn from each other's success. So I'd like to see more people involved in the circular economy stakeholder platform. When you share, you multiply the benefits and you start to create a snowball effect. The second stop on the Green Deal path is zero pollution. When you focus on zero emission technologies, you get huge co-benefits. Pollution drops, you get fewer respiratory diseases, and you decrease the pressure on the health system. And you are creating jobs that people actually want. The benefits for cities are especially big when you get the economies of scale. That's why the Commission set up the European Green Capital Award to promote and reward these efforts. 2 French cities have won the title, Nantes in 2013 and now Grenoble, our champion for 2022. I'm hoping for great things from Grenoble, especially when it comes to fighting pollution. The third stop on the Green Deal path is citizen involvement. It's people who are the real vectors for change. And that's why we launched the Climate Pact. It's a space for sharing information, debate and action on the climate crisis. An online space where citizens, businesses, civil society organizations and local governments can work together on threats and opportunities. People want change. And that makes me confident about the future. Together with those 3 elements, we need one more thing. We need political courage from the people who can bring about large-scale change. Decision makers in boardrooms and planners in cities to put it into practice on the ground. And with forums like this, the case is getting stronger than ever. Best wishes for the day, and I look forward to hearing how it went. Thank you. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi, comme directeur de la rédaction de la Tribune, d'être là pour cet événement. Alors déjà, j'ai une information. Mon président a parlé de l'hôtel Amour, donc j'ai regardé. C'est pas loin, c'est à 1,2 km. Hôtel Amour, Nice. Et on va parler d'amour, mais pas que d'amour, parce que dans le monde dans lequel on vit, il y a besoin d'amour, certainement, Jean-Christophe Tortora, mais il y a aussi besoin, certainement, maintenant de passer à l'action. Et c'est le thème de notre débat, la décennie pour agir. Tout a été dit tout à l'heure par les différents intervenants sur l'urgence. Je voudrais me tourner peut-être tout de suite vers nos intervenants et vers Hervé Le Treut, qui est climatologue et directeur de recherche au CNRS. Par rapport au contexte que chacun connaît, hein, le calendrier est sorti de notamment cet été, le rapport du GIEC, les rapports du GIEC, je dirais, parce qu'il y en a eu plusieurs, notamment le dernier qui a marqué. Donc, Hervé Le Treut, faites-nous peur un peu. À quoi faut-il s'attendre dans cette décennie?
Et dans ce siècle, et j'allais dire dans une ville comme Nice, qui est une magnifique ville que nous aimons, est-ce que cette ville peut être menacée par le changement climatique ? Oui, alors, ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas tout à fait la manière dont j'aime bien. Je pense le problème n'est pas vraiment... Après, vous nous rassurerez. Il ne s'agit ni de rassurer, ni de faire peur. Je pense qu'il faut avoir une vision du contexte qui soit une vision précise. Et c'est cette vision précise qui peut permettre effectivement ensuite de prendre des mesures qui soient aussi des mesures adaptées. Je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas tellement dans le problème d'être optimiste, pessimiste ou de jouer à ce genre de petits jeux, mais vraiment de concevoir ce qui est en train de se passer de manière exacte. Moi, je suis frappé par la dimension qu'ont pris les choses et la difficulté avec laquelle c'est ressenti. J'ai entendu beaucoup de réflexions après le rapport du GIEC qui est sorti il y a quelques semaines, en disant c'est toujours un peu la même chose, c'est toujours les mêmes idées, c'est toujours les mêmes... On est dans un domaine où l'évolution de ce qui est en train de se produire est une évolution extraordinairement rapide, continue, et donc de savoir que ce qu'on a vu se développer, alors moi ça fait déjà beaucoup d'années que je travaille dans ce domaine-là, j'ai connu une période où on débattait ici même sur la réalité ou non du changement climatique. J'étais avec M. Allaire il y a déjà quelques années de ça. On le faisait encore courtoisement, on n'était pas encore tout à fait sûr de ce qui allait se passer. J'ai connu aussi la phase où on a pu avoir des certitudes qui étaient très difficiles à partager parce qu'elles étaient basées sur des équations et que c'est plus difficile à faire partager. Puis dans les années 90, on a vu apparaître vraiment les signes très forts du changement climatique. Et ces signes très forts du changement climatique, ça veut dire qu'on a déjà dépassé des phases qu'on n'aurait pas dû dépasser. Donc on est aujourd'hui dans une... Est-ce qu'on est aujourd'hui dans un changement irréversible ? Quand vous parlez à la jeunesse dit je suis peut-être la dernière génération sur Terre. Est-ce que ces peurs qui sont là ont une part de réalité ? Et est-ce qu'on peut encore faire quelque chose ? Bien sûr qu'on peut faire beaucoup de choses, mais par contre, c'est vrai qu'il y a une partie de ce qui est déjà survenu qui est irréversible. Donc on est face à une espèce de rétrécissement du champ des possibles au fil du temps, ce qui ne veut pas dire que rien n'est possible. Donc je crois qu'il faut vraiment aujourd'hui essayer d'avoir une capacité à piloter ce qui se passe, qui soit précise. On ne peut pas rester sur des injonctions un petit peu trop larges et trop lâches. Aujourd'hui, on voit bien que les émissions de gaz à effet de serre continuent. C'est quelque chose qui nous engage pour le futur de manière extrêmement forte, parce que les gaz à effet de serre restent dans l'atmosphère. La demi-vie, c'est un siècle. Donc, ça pour le CO2. Donc, c'est quelque chose qui nous engage très fortement pour le futur. Cet engagement pour le futur, dans la mesure où il implique le fait que tout ce qu'on fait se cumule au fil du temps. Les gaz à effet de serre d'hier sont le climat de demain. Donc on n'est pas dans une situation qu'on maîtrise nécessairement complètement, mais on est dans une situation où on va être obligé d'exister, de vivre, de travailler. Donc c'est là qu'effectivement il y a des ouvertures qui sont énormes. Les gens sont là. Pour le moment, on a une capacité à vivre plus vieux qui est aussi quelque chose de précieux. Donc je ne crois pas qu'on doit avoir un discours qui, de ce point de vue-là, soit catastrophiste. Soit catastrophiste. Par contre, il faut savoir que la gravité des choses augmente toujours en ce moment. Donc je crois que ce qu'il faut, c'est rentrer dans l'ère du concret, du précis, c'est-à-dire on doit prendre des mesures, vraiment. Je sais qu'on peut essayer de réfléchir très, très fortement sur ce qui va se passer dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ce qui est important maintenant, c'est de commencer, de choisir les bons chemins autant qu'on peut. Je crois que la pire des choses serait de rester effectivement dans des choses un petit peu... Quand on est dans une ville comme Nice, côtière, Christian Estrosi parlait de 3 mètres, je ne sais pas s'il a des énergies. S'il y a une montée des eaux, qu'est-ce que vous dites à un maire de grande ville comme Christian Estrosi face à sa responsabilité et celui de sa population à un horizon parce que c'est cet horizon qui est la complexité, l'horizon des événements extrêmes qui pourraient survenir et on ne sait pas vraiment quand. Regardez ce qui s'est produit l'été dernier.
Alors, on sait qu'il y en aura, on ne sait pas exactement où, je dirais. Je pense que le fait qu'on ait des changements climatiques aujourd'hui, c'est quelque chose qui est réel. Ça apparaît sur tous les continents de la planète. Ça apparaît aussi de manière un petit peu aléatoire, ce qui veut dire qu'on ne sait pas exactement où plutôt que quand. Aujourd'hui, on est vraiment face à quelque chose qui change très vite pour regarder toutes les courbes. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est se préparer. Et on doit se préparer, on doit absolument se préparer. On a une chance d'une certaine manière, c'est que, je l'ai dit, les gaz à effet de serre d'aujourd'hui, c'est les climats de demain. Ça nous donne une capacité d'anticipation, donc une capacité d'action qu'on doit saisir, qu'on ne saisit pas assez. On en est très très loin aujourd'hui. On doit essayer effectivement et je dirais qu'il y a un autre enjeu que ça dessine, c'est la nécessité d'arbitrage. Aujourd'hui, tout n'est plus possible. Donc, comme tout n'est plus possible, ça veut dire qu'on va être obligé de débattre et d'arbitrer sur. Par exemple, les règles d'urbanisme doivent tenir compte des règles d'urbanisme, mais il y a aussi, on n'est pas loin, on est dans une ville, mais elle est environnée de territoires, de montagnes. Tout cela, il faudra apprendre à les gérer en faisant des choix qui on ne peut pas tout faire, on ne peut pas faire à la fois des éoliennes et des agrocarburants sur les mêmes territoires facilement. Donc tout ça, c'est des choses qu'on doit aujourd'hui instruire. Et on voit bien d'ailleurs qu'on a besoin de les instruire. Et planifier. Instruire, planifier et aussi trouver les lieux pour débattre et pour être d'accord, parce que c'est des choses qu'il ne faut pas. On va essayer de le faire ici, mais voilà. Pas forcément sur le cas. Je me tourne maintenant vers Corinne Lequéré qui est à distance. Bonjour Madame Lequéré, vous m'entendez ? Merci, j'espère qu'on va avoir le retour du son qui fonctionne. Alors, vous êtes la présidente du Haut Conseil pour le climat, vous êtes franco-canadienne. Le Haut Conseil pour le climat a été installé, vous avez été nommé par le président de la République en 2018. Et votre mission, vous pouvez le rappeler, c'est de voir un peu comment ça se passe, d'évaluer les politiques, notamment publiques, en matière de lutte contre le réchauffement climatique, en cohérence avec la signature des accords de Paris. Alors, ma première question, ou j'allais dire pour simplifier, mes deux premières questions, c'est la France est-elle prête ? Est-elle préparée ? Se prépare-t-elle bien face au réchauffement climatique, enfin face au changement plutôt climatique ? Où en est-on dans les mesures d'adaptation ? Et est-ce qu'on prend des mesures qui sont cohérentes avec les accords qu'on a signés ? Merci déjà de me permettre de contribuer à distance. Donc, effectivement, le Haut Conseil pour le climat est chargé d'évaluer la stratégie du gouvernement en matière de climat et donc ça inclut à la fois l'atténuation, donc la baisse en émissions, et l'adaptation au réchauffement climatique. Et en termes d'atténuation, en fait, on est dans une bonne position. On a des objectifs qui sont adéquats. La neutralité carbone en 2050 permettrait de limiter le réchauffement climatique au sein des 1,5 degrés, dépendant de ce que les autres pays font. Et on est sur la trajectoire de baisse en émissions, mais elle ne diminue pas, notre trajectoire, elle n'est pas assez accentuée, on ne va pas assez vite, et donc on doit vraiment mettre en place des actions plus précises et accélérer cette décennie. Donc je vous en reparlerai tout à l'heure. Au niveau de l'adaptation, par contre, on a des stratégies d'adaptation, mais elles sont assez floues à l'heure actuelle. On n'a pas d'objectif quantifié de la même façon que l'on a pour l'atteinte de la neutralité carbone et on manque d'horizon, de calendrier, on manque de précision dans les actions que l'on a à mettre en place. Donc, il s'agit vraiment ici de regarder au niveau régional où sont les influences du changement du réchauffement climatique, quelles sont les priorités pour la région et comment on doit mettre tout ça en place avec des calendriers et des financements appropriés. Si je me place sur le plan national, il y a eu une convention citoyenne pour le climat qui a essayé de faire émerger de la société civile des mesures. Il y a eu 149 mesures qui ont été proposées. Le président de la République s'était promis de toutes les retenir. Après réflexion, il n'en a retenu que certaines, parce qu'on le voit bien, on en reparlera beaucoup dans la journée,
il y a un dilemme entre la nécessité, je pense que c'est pour ça que je disais, est-ce qu'on doit avoir peur, la nécessité de faire quelque chose face à un danger qui nous menace, mais en même temps la réalité du monde dans lequel on vit. On ne peut pas tout arrêter du jour au lendemain, prendre l'avion, moins prendre l'avion. Donc on est dans des difficultés finalement de transition. Comment est-ce que vous jugez, vous, par rapport à cette loi climat qui vient d'être passée, le chemin qui est pris par la France? Si vous écoutez là encore la société civile, les activistes, mais qui sont là comme l'aiguillon un peu dans la mule, est-ce que vous avez le sentiment qu'on prend le bon chemin ou est-ce qu'il faudrait aller beaucoup, beaucoup plus vite et se préparer à des changements beaucoup plus forts? Oui, tout à fait. Donc, quand on regarde la trajectoire de la France et en particulier les 2 dernières années, avant la crise du Covid-19, on voit bien qu'on commence vraiment à mettre en place des stratégies qui payent. Hein. Il y a la baisse en émissions, elle s'est accentuée, elle est passée de 1% par année entre 2015 et 2018 à 1,9% par année sur la dernière année avant le Covid. Mais on n'est pas à la bonne vitesse. On devrait là pratiquement doubler la baisse en émissions. Et quand on regarde ce qui se passe dans les détails, on voit des secteurs de l'économie où on voit quand même beaucoup de progrès. Par exemple, la rénovation énergétique du bâtiment, où on a eu beaucoup de financement au sein du plan de relance. Et c'est beaucoup une question d'organisation, d'ambition. On a 36 millions de logements en France qu'il faut rénover pour avoir une efficacité énergétique plus importante pour utiliser moins d'énergie et où il faut changer les chauffages pour passer du gaz au chauffage bas carbone. Par contre, quand on regarde d'autres secteurs, en particulier le transport routier, hein, qui est dominé par la voiture individuelle, en fait, on voit peu de progrès. Même si dans la dernière année, en 2019, il y a eu un achat de voitures électrifiées qui est passé de 3% à 10%, donc un gros progrès pour l'année. Ça veut quand même dire qu'on achète en France 9 voitures sur 10 qui sont encore des voitures thermiques et qui vont encore polluer l'atmosphère, causer le réchauffement climatique d'ici 10 ans. Donc on n'est effectivement pas à la bonne échelle. Il faudrait vraiment, à l'heure actuelle, que l'on développe dans l'ensemble des stratégies au niveau régional, au niveau national, que l'on a déjà. Et maintenant, il s'agit de mettre le financement en place, d'aligner les acteurs économiques pour qu'on produise en France les investissements dont on a besoin, par exemple les voitures électriques, par exemple que l'on ait une filière pour la rénovation énergétique du bâtiment qui soit bien adaptée, qui soit prête à aller de l'avant à un niveau supérieur. Et comme on le disait ce matin, au niveau de la présidence de l'Union européenne par la France aussi, on a des opportunités pour augmenter le financement dans ces investissements bas carbone que l'on a besoin de faire tout de suite. Je termine par une question qui est un peu polémique, mais qui est inévitable. Le débat a lieu sur la taxonomie, c'est un très vilain mot en Europe, c'est-à-dire de définir la liste des énergies, entre guillemets, bas carbone ou zéro carbone. Et parmi elles, il y a le débat sur la place du nucléaire. La France est l'un des seuls pays européens, en tout cas le pays européen qui a le plus de part de nucléaire dans son mix énergétique. Il y a un débat pour le réduire, mais on voit bien, et à l'approche de cette élection présidentielle, un débat sur faut-il aller plus loin dans la réduction de cette part ou au contraire, et ça semble être la position du gouvernement actuel, le maintenir parce que, et même d'une certaine façon le rapport du GIEC en fait indirectement allusion, c'est une énergie qui produit peu de carbone, donc qui contribue à la lutte contre le réchauffement climatique. Qu'est-ce que vous, au niveau du Haut Conseil pour le climat, comment vous pouvez adresser un tel débat? On a bien conscience, et je dis ça à un moment où le prix de l'électricité ou le prix de l'énergie flambe, créant le risque de gilet jaune demain de l'électricité après avoir connu ceux des carburants. Qu'est-ce qu'on fait dans un pays comme la France, alors que d'autres pays ont fait des choix qui sont de sortir du nucléaire? Qu'est-ce qu'on peut répondre sur ce débat qui est complexe?
Donc, ce qui est vraiment important là d'un point de vue climatique, c'est que l'électricité soit décarbonée. Et comme vous venez de le dire, on peut le faire soit à l'aide de l'énergie nucléaire, soit à l'aide de l'énergie renouvelable. Après, c'est un choix social, politique qu'il faut débattre. Ce n'est pas un choix du Haut Conseil pour le climat, c'est vraiment le choix des acteurs politiques. Par contre, l'Union européenne est en train de mettre en place un nombre de financements avec son pacte Fit for 55 qui va vraiment aider les régions à la fois au déploiement des énergies renouvelables si on le souhaite, mais aussi au financement des infrastructures pour le transport, pour les bâtiments et pour l'industrie qui sont vraiment importantes à l'heure d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Avant de continuer le tour de table, peut-être un mot avec vous, Hervé Le Treut, pour paraphraser Staline. On ne peut pas faire la transition écologique dans un seul pays. L'Europe, c'est 7% des émissions de gaz à effet de serre. La France, donc, c'est une petite part. Le problème est mondial et global. Comment, par rapport à ce que vous disiez sur la nature irréversible des changements en cours, on peut agir? Il va y avoir la COP26 à Glasgow, 6 ans après l'accord de Paris. Est-ce qu'il faut agir? Donc, on parlait de l'Afrique tout à l'heure. Comment aider à avoir une transition écologique cohérente partout? C'est un sujet qui est effectivement difficile. C'est une réalité, le fait qu'aujourd'hui, on n'a pas les clés en main pour tout faire. On peut pas faire. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas à notre portée, qui sont à la portée par contre, d'un défi qui doit être nécessairement à l'échelle mondiale. Donc, je crois qu'on a parlé de l'adaptation au changement climatique tout à l'heure. Moi, je me suis beaucoup consacré à ça dans ma région qui n'est pas exactement celle-ci, qui est plutôt, je suis d'origine aquitaine. Mais je crois que le fait régional est en partie une des solutions. On a un besoin très fort aujourd'hui parce que les changements climatiques s'avancent. On ne va pas être capable de les contenir. C'est de protéger nos territoires, où qu'ils soient. Ça, c'est un besoin très fort. Il n'y a rien qui oppose la notion de protection du territoire avec le fait de participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Au contraire, il y a énormément de possibilités de double bénéfice entre les deux. Donc je crois que c'est un petit peu dans cette orientation-là qu'on doit se projeter, parce qu'on ne peut pas avoir des politiques qui soient séparées les unes des autres trop fortement. On est dans des choses qui sont très systémiques. On doit essayer de mettre ça en route de manière cohérente à toutes les échelles. Et je crois que c'est un travail qui doit se faire maintenant. On l'a un petit peu laissé sous le boisseau là, depuis beaucoup d'années. Je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment essayer de tirer parti de ces possibilités-là. Alors, merci, on va poursuivre le débat. Peut-être Richard Chemla, docteur Richard Chemla, je ne sais pas quel micro fonctionne, on va vous en donner un qui marche. Vous êtes adjoint au maire de Nice en charge de la santé, de l'écologie, du bien-être. Vous êtes médecin, vous êtes neuroanesthésiste, ancien neuroanesthésiste réanimateur, donc vous connaissez bien le cerveau humain. Donc moi j'ai envie de vous poser la question, face à tous ces enjeux, on vient de parler, face à des défis qui pourraient paraître ou trop grands ou trop lointains, est-ce que le cerveau humain est adapté au changement climatique et à prendre les bonnes décisions? Et comment on fait? Faut le rééduquer peut-être? C'est pas facile, mais je vais vous répondre. Je vais rester sur mon côté de banquise avec mon président, Christian Estrosi. Je ne vais pas vous présenter tout ce qu'on fera à la métropole. Je veux pas on y reviendra avec les forêts sur ce sujet. COP après COP, les gaz à effet de serre font que monter. Donc, ça veut dire qu'en fait, le message n'arrive pas à passer. Pourquoi ce message n'arrive pas à passer? Le seul moment où ça a baissé, c'est quand on a eu la pandémie avec le Covid. Ça veut dire que, et là, on a tous été capables de s'arrêter de faire fonctionner le système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre cerveau, il n'est pas capable de regarder, et même si maintenant de plus en plus on commence à comprendre, de regarder un événement très loin qui nous touche, qui pour nous touchait peu, je suis obligé d'employer cette phrase, par rapport à une pandémie qui nous touchait immédiatement. Tout ça pourquoi? Parce qu'on est fait, et c'est ça qu'il faut le comprendre, et c'est là où il faut travailler, on est fait pour prendre du plaisir. Je vais peut-être vous choquer, on est fait pour avoir de l'adrénaline. Même si on est là, c'est parce qu'on prend plaisir à se rencontrer. Alors Christophe Tortora s'étant arrêté à l'hôtel. De la sérotonine, de l'adrénaline, de la noradrénaline, on a toutes nos... Et le jour où on arrivera
à travailler pour prendre du plaisir dans nos actions, d'en trier, d'en diminuer certaines activités, d'en prendre le bus plutôt que la voiture. Pourquoi on prend la voiture aussi? Parce que c'est plus facile, parce que c'est agréable, parce que c'est un prolongement de chez nous. Et il faut le reconnaître, on est bien le jour où on sera bien dans un bus, où on sera mieux dans un bus, encore mieux que ça, mieux dans un bus où les banquettes seront bonnes, etc. Alors là, Donc en fait, les contraintes de on commencera à l'écologie se poser la punitive, question. ça nous va pas. Le meilleur exemple, ça a été la Convention citoyenne. Et c'est ce que veut faire la métropole. On a pris 150 personnes qui étaient vraiment un panel de la société française, c'est-à-dire que c'était pas forcément, c'est pas péjoratif, des gens qui, comme nous, travaillaient sur le réchauffement, sur le changement climatique. Ils se sont aboutis, ces 150 personnes, lorsqu'ils ont rencontré des scientifiques, tous ont été d'accord pour faire des mesures exceptionnelles, tellement exceptionnelles qu'on n'a pas pu tous les prendre. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Au lieu Parmi celles-ci, il y avait arrêté de prendre l'avion. C'est pas sûr qu'on soit tous d'accord. On pourra en reparler, parce que je dis qu'on ne parlait pas des mesures, là on est sur le sens philosophique. Voilà ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut que, en fait, ce changement climatique, on le fasse corps. Est-ce que ça pourrait nous faire plaisir de sauver la planète? Oui, bien sûr. Chez la jeunesse, il y a ça. Il y a une adrénaline d'agir pour la planète. Pour sauver nos cette enfants, génération. pour poursuivre l'espèce humaine. Pour se sauver eux-mêmes. Le deuxième volet, et je ne veux pas rentrer dans la physiologie, la biologie, le deuxième volet, premièrement, se faire plaisir, deuxièmement, c'est la reproduction de l'espèce. Donc là, on joint les deux. Tout ce qu'on fait, c'est pour la reproduction de l'espèce. Je vous demande de lire le livre de Monod, Le hasard et la nécessité, et vous verrez que c'est ça. Donc en fait, si on arrive à joindre ces deux points, et jusqu'à maintenant, on ne les a pas joints. Je suis désolé, COP 26, COP 21, COP 22, qu'est-ce qui se passe ? À part une prise de conscience globale, c'est-à-dire qu'on est rattrapé pour le changement climatique, vous êtes bien d'accord? Notre vitesse n'est pas la bonne mesure. Je vais vous faire sourire parce que je crois qu'il ne faut jamais se prendre au sérieux. On est là autour de cette table. Il n'y a rien qui vous a choqué? On a acheté, vous mettez des bouteilles alors qu'on a la meilleure eau du monde, Monsieur le Président. La Vésubie, vous mettez une bouteille d'eau d'Évian 3000 ou 300 fois plus chère que notre eau de Vésubie. C'est dans le détail que se cache le diable, que se cache notre futur. Et je peux continuer comme ça. Qui est-ce qu'ici qui est venu? On va aller en acheter tout de suite. Bon, j'arrête là, je ne veux pas monopoliser, mais c'est ça, et le changement climatique, c'est notre façon de voir, et c'est ce que va faire la métropole. C'est-à-dire chaque citoyen est engagé, chaque citoyen devra acteur. On n'est pas parfait, je le dis devant certains, on ne sera pas parfait, parce qu'heureusement, on n'est parfait que dans ses rêves. Hein. Dès qu'on réalise, moi je me souvenais en anesthésie, tout devait bien se passer, et puis quelquefois il y avait des handicaps, mais on arrivait à sauter ces handicaps. On construit l'histoire jour après jour, et on la lit par siècle. Mais docteur, je repose la question gravement. Ah ouais. J'ai vu un article disant que des jeunes filles, des jeunes femmes ne veulent plus avoir d'enfants, se font opérer pour ne pas avoir d'enfants. Il y a une situation où une partie de notre jeunesse se dit qu'elle est la dernière génération, peut-être, à vivre sur cette terre. C'est la vision catastrophique. Ce que vous dites, c'est très important. Donc, on parle de responsabilité là des adultes, de ceux qui décident. Alors, bien sûr, j'entends, on veut garder le plaisir, mais à un moment donné, je ne parlais pas que du plaisir sexuel. On risque la rupture. C'est vous, c'est votre façon de penser. De tous les plaisirs. Celui de faire des enfants en est un, et d'en avoir. Mais ce que je voulais dire, est-ce qu'on prend la bonne méthode pour agir, changer nos comportements? C'est trop tard pour être pessimiste. Je vous ai dit que le deuxième, c'est la définition de la protection et le futur de l'espèce. Est-ce que ça peut arriver? La planète Terre, elle est pas en danger. Nous, on peut disparaître. Il y a déjà eu des extinctions. On parle de 6e extinction. Si l'homme disparaît demain, je vous assure que cette petite boule bleue continuera à vivre. Mais je pense qu'on doit apporter de l'espoir, on doit apporter du futur. On est capable de le faire. Les voyants sont encore, certains au rouge, certains à l'orange clignotant. On peut encore, c'est mon avis, parce que je vous dis, il est trop tard pour être pessimiste, sinon on ne serait pas là. Je pense qu'on peut faire plein de choses. En tout cas, avec notre président et au sein de la métropole, et c'est pour ça que je me suis engagé dans ces 5 ans, on a inversé, on construit cette tendance, faire quelque chose pour... Aujourd'hui, je parle devant un responsable scientifique, on n'est plus au degré près, on est au 10e de degré près. C'est-à-dire qu'on est à la région. Comment nous, et l'importance des maires et l'importance des métropoles est essentielle. Mais encore, j'insiste, faire comprendre pourquoi on le fait. Et vous verrez qu'à ce moment-là, on prendra du plaisir, on le fera d'autant plus, parce qu'on va très vite, trop vite par rapport au mur qui avance. Une fois que notre cerveau, puisqu'on revient, et je termine par où j'ai commencé, que notre cerveau a compris ça, il aura un élément logique. Ce qui nous manque, c'est des éléments logiques. Si je vous demande à chacun de prendre une feuille de papier et de décrire un petit peu le changement climatique, vous verrez que chacun aura choisi des éléments et des événements différents. C'est-à-dire qu'on n'a pas une homogénéisation. Si on arrive à bien comprendre l'ensemble de ce phénomène, et encore une fois, vulgarisation, information, formation, et c'est ce que fait la métropole auprès de ces jeunes, à partir de là,
j'ai l'espoir et peut-être le risque de penser qu'on peut y arriver, mais on peut y arriver, j'insiste, tous ensemble, socialement ensemble aussi. On ne peut pas laisser des gens sur le côté parce que ceux-là n'auront pas compris et c'est ceux-là qui dépensent le plus. Ce n'est pas une critique, c'est une constatation et c'est ceux-là qui dépensent le plus qui fabriquent le plus de gaz à effet de serre. Merci beaucoup. On va se tourner. Christian Estrosi a annoncé sa présence tout à l'heure avec Gabriel Chango. Vous êtes maire de Port-Gentil, au Gabon, ancien ministre, président du African Growth and Opportunity Act. On a cité l'Afrique tout à l'heure avec la COP 21 qui, normalement, devait apporter des solutions. On est à la COP 26, le fameux fonds de 100 milliards par an qui devait aider à la transition écologique des pays pauvres n'est toujours pas mis en place, ou en tout cas pas tel qu'il avait été annoncé. Donc je repose peut-être ma question, vous, de votre point de vue, face à ce changement climatique, qu'est-ce que vous avez à nous dire ici à Nice ? Je voudrais d'abord, avant de commencer, remercier le président de la métropole de Nice, mon cher Christian Estrosi. Merci de nous avoir conviés à cette rencontre, à ce forum. Merci de nous avoir invités pour bénéficier et éventuellement échanger avec vous, parce que nous sommes les enfants du monde et toutes ces histoires liées à l'environnement, au réchauffement climatique, nous concernent nous aussi en Afrique. Et nous ne pouvons pas et nous ne pouvons plus vivre sans. Nous avons besoin des uns aux autres pour pouvoir appliquer toutes les dispositions nécessaires pour enriguer. On n'arrivera pas, il l'a dit tout à l'heure, monsieur l'adjoint au maire. Mais que nous fassions chacun à sa place le peu qu'il peut apporter. Le Gabon, mon pays, feu président Omar Bongo Ondimba, va consacrer 88% de nos forêts africaines, du Gabon, pour la préservation de ces forêts dans le cadre du captage. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes à près de 140 000 tonnes de CO2. Ça, c'est la contribution de mon pays, des forêts de mon pays. La chance que j'ai eue, c'est d'avoir été ministre des Eaux et Forêts et avoir l'environnement dans cette administration. Je l'ai géré pendant plusieurs années, puis j'ai été ministre d'État, chargé de la pêche et, encore une fois de plus, de l'agriculture. Donc, le Gabon y contribue déjà à sa petite dimension à gérer et à contribuer à l'effet du réchauffement climatique. Je parlerai simplement de Port-Gentil, ma ville, puisque maintenant je suis le maire de Port-Gentil. Port-Gentil est une ville insulaire qui abrite 165 000 âmes, avec une diversité, parce que nous ne sommes pas des Gabonais simplement à Port-Gentil, nous sommes les fils de Port-Gentil, toute ethnie confondue, toute race confondue, et nous vivons en harmonie ainsi. Et nous avons, depuis mon arrivée, mon équipe et moi, à la municipalité de Port-Gentil, inséré un certain nombre de projets. Le premier projet que nous avons eu à mettre en place, c'est créer la transition économique du développement à pouvoir amener nos populations à communiquer avec elles pour sortir de l'utilisation des centrales qui sont alimentées par le torchage des hydrocarbures. Il faut comprendre que Port-Gentil, c'est la capitale économique du Gabon. C'est la première ville pétrolière du Gabon qui contribue à l'économie nationale à près de 72%. Je suis heureux parce que beaucoup de Niçois y vivent, des Corses et des Niçois. Je suis fier. Et je voudrais dire ici à Monsieur le Président, je suis parti de Nice il y a à peu près une vingtaine d'années, puisque je suis Elf, où j'ai travaillé 30 ans chez Elf Gabon. Et je reviens là, il y a 2-3 jours, mais Nice n'est plus le Nice que j'ai connu il y a 20 ans derrière.
Félicitations, monsieur le bâtisseur, vous et votre équipe. Oui, nous voulons faire comme vous à Port-Gentil. Parce que ce problème n'est pas simplement à vous. Le projet que nous avions mis en place sur le Port-Gentil ville verte, nous sommes une ville des deux façades, par l'Atlantique d'un côté et de l'estuaire de l'autre côté. Donc, Nice n'est pas très loin, on peut faire un copier-coller. Nous avons besoin de vous. Parce que la ville de Port-Gentil est une ville insulaire qui a entre la mer et la terre à peu près entre 70 et 1 mètre, 70 cm et 1 mètre. Nous étions complètement isolés il y a quelques années. Nous avons eu, par le bénéfice du chef de l'État, un projet de faire un pont qui nous sort de Port-Gentil à... C'est pour ça. Nous sommes résolument engagés dans cette politique environnementale de la préservation de la biodiversité avec vous. Avec vous. Hier, nous avons 2 parcs. Aujourd'hui, nous avons 13 parcs nationaux, dont un est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous travaillons, nous voulons être avec vous, parce que ce challenge, il n'est pas à vous seul, il est à nous tous, à l'humanité, parce que seul, c'est vrai, mais nous avons, nous aussi, le devoir de participer. Donc, nous sommes avec vous pour cette première introduction. Et nous allons aller davantage. Nous allons aller davantage. Parce que le Gabon, dans la sous-région du Golfe de Guinée, c'est les premiers. Donc le président Omar Bongo Ondimba et son successeur plus tard, Ali Bongo Ondimba, qui tient aussi à vous remercier de nous avoir conviés à cette rencontre d'aujourd'hui. D'accord ? Et donc, voilà ce que je peux vous dire pour commencer. Mais nous allons évoluer parce que certaines choses vont être débattues ici, parce que le sujet, il est très important. Nous ne pouvons pas être là et faire de la figuration. Nous allons être obligés de participer. Ce n'est pas l'objectif, vous avez raison. Et merci pour vos propos introductifs. Je vais peut-être, avant de continuer le débat, pour continuer le tour de table, demander à Caroline Cailleux de prendre la parole. Vous êtes maire de Beauvais et présidente de l'Association des villes de France, donc qui représente des villes de 10 à 100 000 habitants, si j'ai bien compris. Donc c'est quand même pas mal de villes en France. Vous, à la fois du point de vue de votre expérience de maire et de cette expérience associative, les villes qu'on va dire moyennes, face à ce changement climatique, comment est-ce qu'elles peuvent s'organiser? Elles n'ont pas souvent les mêmes moyens. Est-ce qu'il faut regrouper, mutualiser, trouver des best practices qu'on peut appliquer partout? Quelles solutions vous pourriez proposer? Alors, comme vous l'avez dit, les villes moyennes, ce sont des villes à taille humaine, qui sont souvent des pôles de centralité au milieu d'un monde rural. Et c'est vrai que mes collègues, nous avons tous à cœur de mettre en œuvre cette politique d'économie d'énergie dans nos villes. Et je dirais, je pense qu'on est des acteurs de proximité sur le terrain et qu'en ce sens, nous sommes en première ligne pour agir. Les villes étant, j'allais dire, moyennes, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire plus petite qu'une grande métropole comme Nice, même si je suis extrêmement admirative de ce qui a été fait ici et de ce qui est pensé. Mais je pense aussi que notre strate de ville est peut-être un peu plus agile pour aller plus vite, puisque j'ai compris, en écoutant les différents interlocuteurs, qu'il fallait aller plus vite. Et j'ai donc la conviction que c'est au niveau local, au plus près des habitants, au cœur des territoires, en s'adaptant au contexte qu'on doit agir. Alors, je ne vais pas vous faire une liste à l'après-vert des actions que nous menons à Beauvais ou que nous menons, que mes collègues mènent, mais je pense que la politique du logement est un point important. Aider les propriétaires ou les locataires pour rénover leurs espaces thermiques, ça me paraît, les passoires thermiques, pardon, ça me paraît une priorité aujourd'hui. On a la chance de bénéficier d'opérations de rénovation urbaine sur ces territoires qui nous permettent là d'avoir un coup d'accélérateur et d'aider les bailleurs. Et puis dans nos villes, nous avons souvent signé des contrats de performance énergétique pour remplacer les parcs d'éclairage public et lutter contre la pollution lumineuse. Et puis à Beauvais par exemple, je vais vous dire que
Depuis 6 ans, nous économisons 4 millions de kilowattheures, c'est-à-dire 400 000 € par an. Alors c'est un petit pas, parce que nos villes moyennes n'ont sans doute pas les mêmes budgets que d'autres, mais ces petits pas mis bout à bout me paraissent être aussi une démarche, sinon incontournable, du moins positive, pour travailler ensemble. Et puis, je dirais, nous avons tous des plans climat et énergie, nous avons tous les contrats de relance et de transition écologique, et là aussi, ce sont des moyens d'accentuer nos démarches, de mettre en œuvre cette politique d'économie d'énergie. Est-ce que vous savez que 15% des émissions à gaz à effet de serre sont directement issues des décisions prises par les collectivités locales et que 50%, elles seront à 50% si on intègre les effets indirects. Donc oui, je pense que nous avons une responsabilité extrêmement importante, qu'il y a des moyens que nous pouvons mettre en œuvre, qu'il y a une politique d'urbanisme à l'exemple de ce qui est fait ici à Nice, une politique environnementale avec les arbres, également îlots de fraîcheur. Donc il y a tout un certain nombre de cahiers des charges, j'oserais dire, qui permettent d'être plus vertueux et de protéger nos habitants et nos populations. Et je voudrais insister sur un dernier point, c'est l'éducation. Tout à l'heure, on a parlé de la jeunesse. Moi, je pense que c'est dès l'école qu'il faut apprendre les gestes de tri, les gestes d'économie d'énergie, les gestes où vous ne faites pas couler la douche pendant 3 heures chez vous. Et je pense que c'est par les enfants, par l'école primaire, petit à petit, ensuite par le collège, que nous arriverons à sensibiliser. Vous n'avez pas le sentiment que c'est les enfants qui sont en train d'éduquer les parents dans ce domaine ? Si, c'est ce que je suis en train de vous dire. Si on éduque les enfants, ils éduqueront leurs parents. Ils sont en train de s'éduquer tout seuls sans les parents, de ce que j'en vois à la maison en tout cas. Pour conclure simplement sur ce point, il y a quand même à un moment donné, pour des maires, pour un certain nombre de maires, des décisions difficiles à prendre qui peuvent être rejetées par les citoyens en matière de lutte contre le... Vous savez, nous étions... Je pense à la place de la voiture, Oui. je pense à la mise en place d'un certain nombre d'infrastructures. On dit aux gens, prenez des voitures électriques, encore faut-il qu'elles puissent être rechargées. Comment vous adressez-vous à Beauvais, par exemple, ce problème ? On essaye de faire de la pédagogie et d'expliquer les choses. Ça passe malheureusement aussi par des choix budgétaires. Et n'oubliez pas que les villes moyennes, elles ont été les villes des Gilets jaunes. Et donc, nous sommes obligés, dans des réunions de quartier, dans des forums, dans des publications, d'informer, de faire de la pédagogie, d'expliquer et de dire, mais surtout de ne pas mettre en œuvre une écologie punitive. À partir du moment où vous essayez de taxer plus pour mettre en œuvre tel ou tel projet, évidemment, ça passe mal. Mais bon, nous sommes, j'allais dire, des élus de terrain. On a l'habitude d'échanger avec nos concitoyens. Et je pense que c'est par ces dialogues, par cette éducation, par cette pédagogie, qu'on va arriver à leur faire comprendre que c'est un besoin et une urgence, comme le disent ici les éminents participants à cette journée. Alors, on va conclure cette table ronde avec notre ami le professeur Carlos Moreno, qui a écrit un livre, chacun connaît maintenant, sur la ville du quart d'heure, qui a été traduit dans toutes les langues. Carlos, donc, peut-être que vous pouvez nous dire, vous avez entendu les uns les autres, le titre de cette table ronde, c'est la décennie pour agir, la décennie capitale. Ce qui a été dit, c'est que c'est dès maintenant, parce que sinon, on sera dans un phénomène qui déjà est compliqué et irréversible, mais on peut agir. Quel peut être le rôle des villes ? Et alors, vous n'avez pas un quart d'heure, Carlos, mais en 5 minutes. Quel peut être le rôle des villes ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme politique publique ? Qu'est-ce que vous observez de votre côté ? Merci pour cette invitation et je salue le président Estrosi et toutes les personnes qui sont là. Et un plaisir de revoir Caroline Cayeux et tous les amis qui sont là. Et les villes, c'est au cœur aujourd'hui de la problématique climatique puisque c'est les principales contributrices en émissions de CO2. Et dans les villes, quelle que soit leur taille, la problématique de ce qu'on appelait avant le transport, qu'on appelle aujourd'hui la mobilité, c'est les principales sources de contribution aux effets de CO2. L'ancienne maire de Curitiba, qui est décédée il n'y a pas longtemps, Jaime Lerner, il disait « les villes font partie des problèmes et également elles détiennent la solution ». Avec mon ami Gabriel, ancien ministre gabonais, on était il y a
peu de semaines à Kigali, on écoutait quelqu'un qui nous rappelait une phrase de Lao Tzu qui disait « Il vaut mieux allumer une bougie que de maudire les ténèbres ». Et c'est ça aujourd'hui la traduction que nous devons faire dans le cadre de l'action précise. Il ne suffit pas de maudire les ténèbres par rapport à la menace qui est tout à fait réelle. Hervé nous a expliqué, le président a posé donc ces contextes-là, mais les villes aujourd'hui, ce n'est pas une transition qu'il faut mener, c'est une transformation, ici et maintenant. Et quand on regarde dans les villes, la problématique aujourd'hui, c'est le fait que nous avons des activités sociales, ces forums est sous l'angle produire, habiter, consommer. Je rajoute 3 choses qui sont se soigner, s'éduquer et s'épanouir. C'est notre modèle ontologique à nous, scientifiques de la chaire ETI. Ce sont les 6 choses que nous devons développer dans les villes avec une notion de proximité. Quel est notre principal ennemi pour la qualité de vie et pour les émissions de CO2 ? Aujourd'hui, c'est la pendularité. C'est le fait que les gens ils se déplacent plus d'1 heure d'un point à l'autre pour rejoindre d'un domicile un lieu de travail. Donc nous voulons proposer un autre modèle que nous appelons le modèle de la proximité heureuse, la ville des quarts d'heure dans laquelle on veut développer une ville polycentrique pour rompre avec des villes segmentées, avec des villes fracturées, des villes dans lesquelles on travaille à l'ouest et on habite à l'est, dans lesquelles les secteurs donc, sont distancés les uns des autres. Nous voulons développer une ville beaucoup plus équilibrée. On appelle ça une ville multi-usage, une ville des proximités servicielles. Et donc, c'est ce concept-là que nous avons ramené parce qu'il permet de trouver quelque chose qu'on a perdu, c'est la qualité des vies, qui est ramenée au temps utile. Je vous arrête une seconde, Carlos, là-dessus, parce que c'est intéressant. Cette proximité heureuse, moi, elle me fait penser, comme Parisien vivant au centre de Paris, à la ville des bobos. C'est-à-dire qu'effectivement, ceux qui peuvent avoir la proximité heureuse, c'est ceux qui vivent près de tous ces services essentiels. Et souvent, la crainte que j'ai, et si tout le monde pouvait en bénéficier, je pense que ça serait formidable, c'est cette difficulté de faire en sorte que ce soit accessible à tous. Il n'y a pas une contradiction quand même dans le discours que vous proposez de proximité heureuse, c'est-à-dire ce qu'on propose aussi, c'est une démobilité malheureuse. On dit aux gens de ne pas se déplacer ou on va leur interdire de se déplacer parce que ça pollue. Est-ce qu'il n'y a pas un problème lié à la liberté de se déplacer, qui est l'une des raisons, on a cité les Gilets jaunes tout à l'heure, l'une des raisons quand même du mouvement? Nous voulons changer le paradigme urbain qui se pose aujourd'hui depuis 70 ans. On a sacrifié le temps utile au bénéfice des distances et dans lesquelles on a perdu la notion de la qualité de vie par rapport au temps dont on dispose. Les Grecs, ils savaient le temps calendrier, le temps de la créativité, le temps de la spiritualité. Il a été perdu parce qu'on passe notre temps pour aller d'un point à un autre, pour travailler. En fait, tout le monde a l'heure, mais personne n'a le temps. C'est ça la situation aujourd'hui qui se présente. Et le fait d'avoir perdu le temps, c'est la source première de dégradation de la qualité de vie. Donc nous proposons une feuille de route, ce n'est pas une baguette magique qui va résoudre en quelques semaines 70 ans d'urbanisme basé sur les distances, parce que, en fait, les distances c'est un vice, parce que c'est lui qui amène, c'est elle qui amène la ségrégation, qui amène la fracture, qui amène l'isolement. Donc nous préconisons un mouvement qui aujourd'hui est un mouvement de fond, parce qu'il y a des grandes villes du monde, des grandes organisations des villes du monde, comme les C40, qui ont adopté ces modèles aujourd'hui, qui cherchent donc à proposer un rapprochement des activités de travail avec des nouvelles manières de travailler. Quand j'ai dit ça à la tribune il y a 5 ans, je pense que c'est vous qui m'avez fait l'interview il y a 5 ans, lors de la COP21, quand pour la première fois j'ai parlé à la ville des quarts d'heure, il y a 5 ans. Oui, et on m'avait dit... royalties, hein, voilà. Et Philippe Maville, vous m'avez dit il y a 5 ans, ça serait très difficile de mener ce type d'idées parce qu'on ne travaillera jamais près de chez soi. C'est la question qui se pose encore aujourd'hui. Mais le Covid est passé par là. Le Covid a montré qu'on pouvait travailler autrement, qu'on pouvait changer les rapports entre la distance, le temps et la productivité. Que si on dégageait une journée ou 2 de télétravail, pas forcément en pyjama chez soi, parce que je suis contre, mais avec ce qu'on appelle les travails décentralisés, ça suffit déjà pour désaturer l'espace public, pour désaturer les transports, pour éviter de prendre cette voiture individuelle pour un oui et pour un non. Et donc, nous faisons un appel à ce que nous appelons donc la décentralisation du travail. On a ce qu'on appelle en Italie les lavoro prossimo, ce sont des lieux
que la ville gère avec la chambre de commerce et dans lesquelles, installés un peu partout dans la ville, peuvent accueillir des gens qui travaillent une demi-journée, une journée, 2 jours et qui fait donc espèce de sas pour ne pas en permanence saturer les espaces publics. Donc nous voulons proposer avec la ville des quarts d'heure, le territoire à la demi-heure, un nouveau rapport entre l'espace et les temps pour retrouver une qualité de vie qui soit une ville à l'échelle humaine, comme le disait Caroline avec des villes moyennes, où on peut retrouver cette proximité, mais il faut l'amener à une très grande échelle, y compris métropolitaine. Je vais finir juste pour un chiffre, pour que vous donniez l'idée de l'ampleur du travail que nous avons à faire ensemble. C'est issu de nos travaux de recherche. On l'a confronté dans plusieurs villes du monde. J'espère qu'on va les faire ici maintenant. La métropole Côte d'Azur vient de rentrer dans notre cher ETI. Et on le fera ici également à la métropole niçoise. Mais gardez ces chiffres en tête. Tous les matins, la population active qui s'élève pour aller travailler se déplace à hauteur de 70% dans les mêmes tranches horaires pour converger, en général, sur moins de 10% du territoire. Ils sont là, et les soirs, ils font les chemins inverses. Ces 70 personnes qui sont concentrées dans une petite portion du territoire repartent dans l'autre sens. C'est inacceptable, c'est insoutenable, c'est pas du tout durable. Donc, ce n'est pas une transition, c'est une transformation ici et maintenant pour changer ces systèmes-là. Merci beaucoup, Carlos Moreno. Merci à toutes et à tous d'avoir participé